Et c'est justement ça que je reproche entre guillemets à leur programme. Honnêtement, avec tout ça, je pense que les deux auraient pu atteindre au moins la même masse musculaire avec, cela dit, 6 à 7% de masse grasse en moins. Ça aurait été largement atteignable. Aujourd'hui, petite vidéo réaction qui n'était pas prévue, on va analyser la transformation physique de McFly et Carlito. Tu connais certainement McFly et Carlito qui sont devenus les pontes de l'humour et du divertissement sur le YouTube francophone avec plus de 6 millions d'abonnés et qui ont posté dimanche dernier une vidéo de transformation après 15 mois de coaching auprès de Hakim du club La Source à Paris. Dans cette vidéo, on va d'abord faire un point sur leur transformation physique, ensuite on va revenir un petit peu sur l'évolution de leur performance et leur physique sur ces 15 mois, et enfin on finira par une partie où je te donnerai un petit peu mon avis critique, qu'est-ce que moi j'aurais fait différemment si j'avais été amené à coacher McFly et Carlito. Sur ce, je te propose de démarrer dès maintenant. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie dans le but de maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Alors petit point global sur le physique, clairement il y a un sacré chemin de parcouru, même si la transformation de McFly reste la plus impressionnante. Grosso modo, les deux étaient en situation d'obésité et ils en sont tous les deux sortis aujourd'hui. Oui, Carlito était également obèse, notamment de par son absence de muscles, c'est ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique. Mais son taux de masse grasse, on verra ça tout à l'heure, implique bien une obésité métabolique. Même si, on ne va pas se mentir, McFly en était à un stade relativement plus avancé. En ce qui concerne le avant-après, voilà celui de Carlito. Sur ces photos, il est passé de 94,7 à 88,2 kg. Mais si tu as vu mes autres vidéos, tu sais que le poids seul ne fait pas tout. Heureusement, avec la balance à impédance-métrie assez haut de gamme de Hakim, on a pas mal d'autres informations plutôt utiles, notamment sa masse grasse. Il passe donc de 26,4 à 21,6% de masse grasse, ce qui est pas mal, tout en maintenant plutôt convenablement sa masse musculaire. En tout, il aura perdu près de 6 kg de masse grasse. Quant à McFly, il passe de 107 à 89,3 kg et de 31,3 à 22,2% de masse grasse. Là aussi, avec une perte musculaire relativement faible par rapport à la quantité de poids qu'il a perdu. Aujourd'hui, ils sont tous les deux relativement encore en surpoids, mais il y a quand même une belle distance de parcouru. La zone idéale et optimale de santé pour leur âge est entre 9 et 15% de masse grasse, je parle bien de zone optimale. Il y a encore donc un petit peu de chemin à parcourir, mais c'est déjà pas mal. D'ailleurs, d'un point de vue esthétique, on va pas se mentir, ça se voit carrément, surtout du côté de McFly. Niveau performance, on part quand même d'un Carlito qui ne sait pas soulever une barre à vide et d'un McFly totalement essoufflé après la moindre séance de cardio. 8 mois plus tard, McFly aligne quand même 933 pompes lors d'un challenge en 1 heure. Alors oui, l'exécution et la forme n'étaient pas parfaites, mais ça restait convenable et pour rappel, si on reprend l'historique, il était à 90 kg avec 23,4% de masse grasse. Donc sur un exercice au poids du corps comme les pompes, c'est plutôt impressionnant. Il plaisante en disant objectif tort pour la suite de sa progression, mais clairement, je pense qu'il a un sérieux potentiel musculaire et que ça peut donner un résultat vraiment esthétique et plus que convenable dans les mois, voire les années à venir. Carlito, quant à lui, court un semi-marathon en 2h24. Clairement, à ce niveau-là, pour moi, c'est un peu tôt pour se lancer ce genre de défi, notamment parce qu'à ces niveaux de masse grasse, c'est particulièrement traumatisant pour les articulations et je pense qu'il aurait fallu sécher encore davantage avant de se lancer un défi d'endurance comme ça. Cela dit, sur le point purement cardio, il s'en sort quand même plutôt bien et on voit qu'il y a eu une progression. En tout cas, même si on n'a pas vu ses performances cardio avant, on s'en doute très fortement, d'autant qu'il avoue lui-même que c'était son tout premier. Sans parler de l'entraînement de CrossFit avec Thibaut InShape et Juju Fitcat qui tiennent tous les deux pendant la vidéo finale, clairement ils ont quand même l'air de tous les deux sérieusement tenir la route. Au final, le plus impressionnant selon moi, c'est sur la partie performance sportive. Ils sont clairement plus performants et entraînés, même si ça va généralement de pair avec une perte de poids. Je pense quand même que peu de gens seraient capables de répliquer ces mêmes performances au-delà de 20% de masse grasse comme ils y étaient et comme ils en sont toujours aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi avant de passer à la suite ce que tu en penses en commentaire. Ça sera intéressant de débattre sur le sujet. Concernant l'aspect esthétique et perte de poids, clairement je pense que c'est là
que leur programme, leur entraînement a été sous-optimal. Et je vais t'expliquer pourquoi et qu'est-ce que j'aurais fait différemment si j'avais dû coacher McFly et Carlito. Petite parenthèse avant de poursuivre, je t'ai rassemblé les principes clés de la perte de poids et tous les outils dont tu as besoin pour une transformation efficace dans une formation gratuite par email que j'ai appelée les secrets de la perte de poids. 5 jours, 5 emails, 5 clés, c'est entièrement gratuit et si ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire en un seul clic. Concrètement, tu vas apprendre à comprendre comment ton corps fonctionne et réagit à ton hygiène de vie, choisir tes aliments quel que soit ton régime ou tes préférences, savoir exactement ce dont ton corps a besoin et pas celui de Jean-Michel influenceur, mesurer tes progrès à la maison beaucoup plus efficacement qu'avec une simple balance et enfin utiliser les bons outils pour tes progrès. Si ça t'intéresse, je te mets une fiche à droite, un lien en description. Je sais pas combien de temps je vais laisser les inscriptions ouvertes, donc si la perte de poids fait partie de tes objectifs, je te conseille de t'inscrire dès maintenant. Sur ce, fin de la parenthèse, voyons comment j'aurais coaché McFly et Carlito. Qu'on soit bien d'accord, je pense réellement que Hakim est probablement un excellent coach et mon but n'est pas du tout de remettre en question ses compétences. Mon objectif est simplement de faire un retour critique à partir des informations qu'on a, qui restent assez limitées, avouons-le, sur la transformation de McFly et Carlito au cours de ces 15 derniers mois. D'autant que je ne sais pas comment se comportent ces deux-là en coaching, bien que Hakim a l'air de mentionner que McFly était assez carré, là où Carlito était un petit peu plus complexe à gérer. D'ailleurs, ça se voit dans le résultat, mais là aussi, je vais y revenir. Sans compter leur quotidien entre les tournages, leurs enfants, leur vie de famille en général, voilà, tout ça, ce sont des paramètres qui, sur le terrain, dont il faut prendre compte. Ça, c'est une certitude. Leur transformation est déjà une belle réussite et je ne remets pas ça en question non plus. D'ailleurs, s'ils venaient regarder cette vidéo, bravo à vous, vous avez fait énormément de chemin et vous pouvez être fiers de vous. Disons simplement que selon moi, il y aurait eu quelques petites choses à changer pour passer d'une bonne transformation, on va dire, à une transformation optimale. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si je te remets les données de progression, l'historique de progression du duo, on peut clairement voir qu'il y a eu petite période de stagnation et de relâchement, notamment entre février et mai 2020 où il ne s'est pas passé grand chose. Alors oui, tu vas me dire, c'est la période où il y a eu le confinement et où les salles de sport se sont fermées. T'as raison, mais ça n'excuse pas tout et on y reviendra. On peut voir aussi et surtout qu'il n'y a pas eu de réelle priorité mise entre la perte de gras et la prise de muscle. Et c'est justement ça que je reproche entre guillemets à leur programme. Il faut savoir que la graisse corporelle sécrète ce que l'on appelle des cytokines pro-inflammatoires, notamment l'interleukine 6, et que c'est une des raisons pour lesquelles la perte de poids améliore grandement les marqueurs de santé. Le truc, c'est que l'inflammation n'est pas une mauvaise chose en soi. La preuve, c'est que le signal qui permet de déclencher la synthèse musculaire est justement un signal d'inflammation. Donc ça a son utilité. Plus l'inflammation négative de la graisse va être présente, moins il y aura de place pour l'inflammation positive de la synthèse musculaire. D'autant que l'assimilation de la nourriture et des nutriments, également pour la synthèse musculaire, s'améliore nettement avec la perte de poids et atteint son seuil optimal entre 9 et 15% de masse grasse pour les hommes et entre 14 et 25% de masse grasse pour les femmes. Bien sûr, c'est une moyenne, ça peut varier selon les individus. Donc quand tu veux faire une recomposition corporelle, atteindre ces valeurs en termes de masse grasse devrait être ta priorité numéro 1. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être aussi intense et il faut mettre de côté la musculation ou le sport, loin de là. Ce qui m'amène justement à te dire concrètement qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais coaché McFly et Carlito sur ce point-là. D'abord, en me fiant aux photos de repas que l'on voit à la fin de la première vidéo, quand ils montrent en fait leur conversation WhatsApp avec Hakim, ce qui me choque d'abord, c'est l'absence, en tout cas la presque absence de protéines dans la majorité des repas et a priori l'absence de réaction de la part d'Hakim concernant ce point-là. Personnellement, je leur aurais donné pour consigne de manger minimum 1,6 g par kilo de poids de corps de protéines chaque jour et que chaque repas contienne minimum 0,3 g par kilo de poids de corps de protéines. Notamment pour ce qu'on appelle le seuil de leucine. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en schématisant vraiment et en simplifiant, c'est grosso modo un seuil minimal de protéines à viser pour déclencher la synthèse musculaire et donc pas contribuer au fait que les autres calories consommées avec le repas contribuent à cette synthèse musculaire. Si tu veux creuser, je te mets des sources en description. Ensuite, je remets une priorité sur le fait de manger au moins 500 g de légumes
par jour, notamment pour la partie micronutrition avec les vitamines et les minéraux, mais aussi pour le volume alimentaire, qui est justement une excellente technique pour avoir vraiment l'impression de manger beaucoup tout en minimisant la sensation de faim, voire en la supprimant et en minimisant également les calories. J'aurais donc créé un déficit calorique assez drastique au début du programme parce que c'est à ce moment-là que les gens sont les plus motivés en général. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre les mesures un petit peu plus drastiques entre guillemets, même si encore une fois, cette frustration reste assez limitée grâce aux techniques du volume alimentaire. J'aurais visé une perte de graisse au rythme de 1,5 kg par semaine environ, au moins jusqu'à atteindre les 20% de masse grasse. Ce qui peut paraître énorme quand je le dis comme ça, mais on parle quand même de personnes obèses, ça je le rappelle, donc avec des grosses proportions de masse grasse et donc d'énormes réserves que le corps ne demande qu'à utiliser. Et dans le cas de McFly en particulier, on parle de 107 kg, donc ça représente même pas 1,5% de son poids. Ce genre de déficit est faisable dans ce cas de figure lorsqu'on s'y prend intelligemment et en particulier lorsqu'on est accompagné par un coach professionnel. D'ailleurs, s'il y a bien un retour que j'ai beaucoup de la part de mes clients, c'est que pendant cette phase un petit peu plus drastique, ils n'ont pas du tout l'impression d'avoir une frustration à l'échelle de leur perte de graisse. Autrement dit, ils n'ont pas du tout l'impression de se priver en termes de quantité, ils sont souvent assez bluffés du rapport facilité perte de poids de cette phase-là du régime. D'autant que la recherche montre qu'à ces niveaux de graisse-là, la perte de poids améliore la santé à des niveaux tels qui surpassent largement les potentiels effets négatifs d'une restriction calorique élevée. Donc même avec ce gros déficit calorique, il y aura un bien-être accentué, il y aura une amélioration du bien-être et une amélioration des marqueurs de santé en général. J'aurais ensuite diminué la vitesse de la perte de poids progressivement jusqu'à atteindre les 15% de masse grasse. Et à partir de là, j'aurais appliqué ce qui m'a semblé en tout cas être la stratégie de Hakim, à savoir leur laisser une certaine flexibilité au niveau de l'alimentation et se concentrer davantage sur la performance sportive et la construction musculaire. Et là tu vas me dire, oui mais ils auraient perdu beaucoup de muscles, beaucoup trop de muscles. Peut-être, mais leur corps aurait été beaucoup plus apte à les reconstruire ensuite, sans compter qu'il y aurait une certaine mémoire musculaire qui existe bel et bien, et qui aurait permis du coup de les récupérer assez rapidement. Bien sûr, j'aurais adressé avec eux beaucoup d'autres éléments que là on n'a juste pas du tout, comme des éventuels compléments alimentaires, la qualité de leur sommeil, les niveaux de stress, l'optimisation de leur santé intestinale, etc. etc. D'où l'intérêt d'avoir un accompagnement individuel en continu. Quant à la période de confinement, j'aurais adapté leur programme de musculation à des exercices de poids du corps avec un minimum de matériel pour qu'ils puissent le faire quoi qu'il arrive, quitte à peut-être pouvoir mettre moins de surcharge progressive selon le matériel qu'ils avaient à disposition et donc potentiellement augmenter les pertes de muscles, mais on aurait pu continuer à progresser de manière assez rapide sur la perte de graisse, qui, je le rappelle, encore à cette étape, est la priorité numéro 1 jusqu'à atteindre l'objectif de minimum 15% de masse grasse. Honnêtement, avec tout ça, je pense que les deux auraient pu atteindre au moins la même masse musculaire avec, cela dit, 6 à 7% de masse grasse en moins. Ça aurait été largement atteignable. Encore une fois, tout ça est hypothétique parce que bien sûr, il me manque plein de données, mais en tout cas sur papier, c'est comme ça que j'aurais fait. Aussi, un autre point forcément à garder en tête, c'est que ça devait être un fil rouge tout au long de l'année, et il y a ce qu'on appelle la loi de Parkinson, qui est qu'une tâche prend le temps qu'on lui attribue, qu'on lui alloue. Ça veut dire que plus tu vas te donner du temps pour atteindre un objectif, plus tu vas mettre de temps en fait pour atteindre cet objectif, alors que réduire ce temps-là jusqu'à une certaine échelle peut t'aider à l'atteindre plus rapidement. Et je pense que ce côté fil rouge pour l'avant-après sur un an a motivé quelque part une progression un petit peu plus lente et peut-être aussi un peu moins efficace, là où il y a des mesures un petit peu plus drastiques qu'on aurait pu mettre en place dès le début. Si tu as des questions ou des réactions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est la première fois que je fais ce genre de format, donc n'hésite pas à me dire si ça te plaît, à mettre un pouce bleu si c'est le cas, ou à me dire également si tu veux que je traite ce genre de sujet avec peut-être d'autres transformations physiques sur le net que j'ai peut-être manqué. Si la perte de poids t'intéresse, j'ai fait une série de vidéos sur le sujet qui devrait déjà t'apprendre pas mal de choses, et si tu souhaites travailler avec moi, je t'ai mis un lien vers un formulaire en description pour qu'on soit mis en contact. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et ton corps te remerciera.